Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. On savait qu'Emmanuel Macron, président de la République, était aussi Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture ou ministre des Sports. On savait également qu'il était infectiologue, penseur, comédien, pilote de chasse, disciple d'Arturo Brachetti, capable de changer de costume aussi vite que l'éclair. Hélas, il n'est pas DRH de Total ou d'Esso. Le président refuse d'entrer dans ce conflit, a-t-il dit hier lors d'un déplacement en Mayenne, parce qu'on partirait cul par-dessus tête, a-t-il conclu par une de ces expressions populaires qu'il aime employer. Pour faire simple, entre Perlimpinpin et Gérard Majax, qu'il n'a d'ailleurs pas convoqué chez Total, et c'est dommage. Dommage aussi que l'idée de réquisition n'effleure pas le président, dommage qu'une poignée de grévistes bloque le pays, dommage que la CGT ait ce pouvoir. Hier, je disais que la France était une chienlit, aujourd'hui, j'ajoute qu'elle est aussi un dommage général. Audrey Berthaud, il est 9h. La pénurie de carburant continue. Un tiers des stations-service sont encore touchées aujourd'hui. S'ajoute à cela une nouvelle hausse des prix. On va les voir ensemble. Plus 10 centimes en moyenne en une semaine. Comptez en moyenne 1,86 € le litre de gasoil. Le litre de samplon 95 est à 1,69 € et le litre de samplon 98 1,72 € en moyenne. En Ukraine, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé le pays hier. Il y a au moins 11 morts et 89 blessés selon le dernier bilan. La capitale, Kiev, n'avait pas été visée depuis le 26 juin par des missiles, mais l'Ukraine ne peut pas être intimidée, a lancé Volodymyr Zelensky dans son allocution hier soir. Enfin, PSG Benfica, c'est ce soir à suivre sur Canal+ Foot. Les Parisiens joueront sans le trio Messi, Neymar, Mbappé au complet. En effet, Lionel Messi a toujours une douleur au mollet, ce qui l'empêche de jouer ce match de Ligue des Champions. Un match de poule très attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. De Ligue des Champions, effectivement, ce soir au Parc. Bonjour à Charlotte Dornelas, bonjour à Joseph Massescaron, à Alain Jakubowicz qui nous rejoint régulièrement. On pourra parler tout à l'heure du procès Rio-Paris qui s'est ouvert hier, procès grave. Nathan Dever, bien sûr, et Vincent Hervouette. Nous sommes, a priori, je l'espère en tout cas, en direct avec du Havre, avec Germinal Lancelin. Bonjour. Monsieur Lancelin, qui est secrétaire général de la CGT Exxon Mobil Chimie. Vous travaillez sur le port Jérôme-sur-Seine, qui est situé entre Le Havre et Rouen. Les grévistes réclament le paiement d'ailleurs des jours de grève. On pourra interroger monsieur Lancelin dans une seconde, ainsi qu'une prime de redémarrage d'activité. Ce qui fait que nous sommes dans une situation particulièrement inconfortable. Et je disais tout à l'heure qu'il semble, on peut écouter d'ailleurs tout de suite Olivier Véran, parce qu'Olivier Véran a changé de position. D'abord, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie, mais bon, comme il nous avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie de masques, on était un peu habitués. Cette fois-ci, il a reconnu qu'il y avait une pénurie. Évidemment, toute la France fait des files d'attente. Et la réquisition qu'on réclame depuis quand même quelques jours, hop, le gouvernement s'est dit, ah bah oui, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Et la réquisition est possible. Écoutons monsieur Véran. Vous avez un grand nombre de stations-service qui aujourd'hui connaissent des pénuries sur un ou plusieurs carburants. Parce que la grève a duré, elle dure trop longtemps et qu'elle a des conséquences. Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail. Et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai, sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever. Bon, sans délai, c'est bien. Ça fait 8 jours qu'on le réclame. Et jusqu'à hier, le gouvernement ne s'en mêlait pas. On va écouter également M. Beaune, qui est ministre des Transports, qui avait disparu de la circulation, si j'ose dire. Mais il est revenu aujourd'hui, M. Beaune, et il a dit non, mais mot pour mot. M. Beaune et Clément Beaune, c'est-à-dire le ministre des Transports, tu ne l'as pas entendu pendant 8 jours. Hop. Et puis là, il s'est sorti de sa station essence. Et on va l'écouter, M. Beaune. Il a dit la même chose que M. Véran, d'ailleurs. Nous prendrons des mesures supplémentaires. On verra lesquelles sont appropriées. On prendra des mesures supplémentaires. Évidemment, on ne va pas laisser la France sans carburant et la situation s'enliser. Aujourd'hui, il nous semble qu'il y a un problème qui est grave, mais qui est localisé et bien identifié chez Total. Il faut que le dialogue social reprenne, qu'il y ait un accord. On ne va pas laisser pourrir la situation encore. Donc, s'il n'y a pas d'accord, on prendra des mesures. Alors, Germinal Lancelin est avec nous. Vous êtes secrétaire général CGT Exxon Mobil Chimie. Bonjour, monsieur Lancelin.
Bonjour Pascal Pro. Vous avez un prénom prédestiné pour travailler peut-être à la CGT et pour être sur un piquet de grève, puisque vous vous appelez Germinal Lancelin. Alors, où en sont les négociations ce matin ? Écoutez, nous avons eu la surprise hier d'avoir un accord salarial qui était sur la table, signé par la CFDT, donc ainsi validé. Donc l'accord et tout ce qu'il contient, c'est verrouillé. Seulement les grévistes présents sur le piquet de grève n'entendent pas de cette oreille. Et donc maintenant, ils réclament avoir le paiement des jours de grève ainsi qu'une prime de redémarrage parce que pour eux, le compte n'y est toujours pas. Donc, l'accord salarial, si j'ai bien compris, est passé, mais vous réclamez une prime de retour au travail, ce qui effectivement peut surprendre, et vous réclamez également le paiement des jours de grève, sans quoi vous ne reprenez pas le travail. Oui, c'est exactement ça. Il faut savoir que la CFDT a signé l'accord sans consulter les travailleurs, sans passer une seule journée sur le piquet de grève. Donc forcément, les salariés ne se sentent pas concernés par leur signature. Monsieur Lancelin, il y a 2000 personnes qui travaillent dans la raffinerie dans laquelle vous êtes. Vous êtes une quinzaine, me dit-on, simplement à faire grève et devant ce piquet de grève, entre 15 et 25. Est-ce que vous trouvez convenable qu'une quinzaine ou une poignée de grévistes, en l'occurrence CGT, paralyse une raffinerie entière et paralyse le pays ? Alors écoutez, nous ne sommes pas une quinzaine. Il y a environ 600 travailleurs postés sur le site de Notre-Dame de Gravenchon. Ils sont majoritairement grévistes à plus de 80%. Forcément, ils ne sont pas tous en même temps sur le piquet, puisque vous savez, on travaille le week-end, on travaille la nuit, on travaille en horaire décalé. Donc tout le monde ne peut pas être présent en même temps sur le site. On a également les camarades de fosse qui sont à peu près 150 postés, qui sont grévistes à près de 100%. Vous pouvez aller là-bas aussi, effectivement, tout le monde n'est pas en même temps sur le site. Et je voudrais revenir, j'entends beaucoup parler de blocage, mais je voudrais savoir de quoi on parle. Parce que nous, ici, il n'y a rien qui est bloqué. Je ne sais pas si vous pouvez voir la porte derrière moi, mais les camions peuvent rentrer, il n'y a aucun souci. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour les charger, parce que les travailleurs sont en grève. Mais nous, on ne bloque rien du tout. Il n'y a aucun blocage de fait. Donc j'entends qu'on va nous envoyer peut-être la police ou l'armée pour débloquer. Je pense qu'ils vont être un petit peu embêtés, parce qu'il n'y a rien à débloquer chez nous. Il y a une question qui revient également régulièrement, mais je maintiens que vous êtes une quinzaine en ce moment sur le piquet de grève. Il y a une question Total à communiquer. Alors évidemment, c'est la responsabilité de Total sur le prix des opérateurs de raffinerie de Total Énergie. Alors vous êtes Exxon, mais bien sûr, il y a des passerelles, j'imagine, et vous pouvez deviner les salaires de la concurrence. La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total Énergie en France en 2022 est de 5 000 € par mois. Intéressement, participation compris, 4 300 € par mois hors intéressement. Est-ce que vous confirmez vous-même dans votre raffinerie ces chiffres-là ? Non, au contraire, on les confirme pas du tout, au contraire, puisque nous, on a posté ce matin même sur notre Twitter une fiche de paye type d'un opérateur posté. Donc je l'ai devant moi, je l'ai ici. Donc je vous explique, rémunération effective, c'est-à-dire salaire de base, 2 243 €. Et donc salaire brut fiscal, on est à 3 241 €. Et salaire net, on est à 2 542 €. Ceci inclut toutes les primes de pénibilité dues au fait qu'on travaille en carte, qu'on travaille la nuit, qu'on travaille les jours fériés, à l'extérieur, qu'on a des travaux salissants, qu'on est au contact de produits chimiques dangereux, qu'on a beaucoup de risques pour notre santé. Et en moyenne, on vit 5 ans de moins que les travailleurs qui ne sont pas confrontés à tous ces risques. Donc, le chiffre que vous avez donné là, c'est un chiffre mensuel, mais est-ce que vous êtes payé sur 13 mois ? Peut-être ? Non, on est payé sur 12 mois, monsieur. Vous êtes payé sur 12 mois et ça comprenait la prime d'intéressement parfois au résultat ? Non, là, ça ne comprend pas la prime d'intéressement ni de participation. Par exemple, chez nous, ExxonMobil, pour l'exercice 2019 qui était plutôt bon, on a obtenu 21 € de participation et 455 € d'intéressement. Donc les chiffres sont quand même assez éloignés de ce que peut nous dire notre direction. Bon. En tout cas, dans les négociations salariales, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous vouliez combien d'augmentation ? 6%. 6%. Donc ces 6% ont été validés par la direction, si j'ai bien compris ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous m'avez dit que les chiffres salariales avaient été validés et que maintenant, vous demandiez simplement une prime pour reprendre le travail et payer les jours de grève. C'est ce que j'avais compris au début de notre entretien. Oui, mais vous avez mal compris. Sur notre site, il y a 4
syndicats. Il y a la CFE-CGC et la CFDT FO qui est avec nous dans la grève, d'ailleurs, dans la contestation, et donc la CGT. Seulement 2 syndicats ont signé l'accord sans consulter l'ensemble des salariés. Et d'ailleurs, ils ont fait un petit sondage avant. Il y avait 53% de personnes qui étaient contre la signature de cet accord. Donc on ne comprend pas trop leur signature. Donc il a été signé par 2 syndicats. Le deuxième n'a pas consulté les travailleurs. Donc les travailleurs sont toujours en colère. Ils veulent toujours avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'ils méritent. On est quand même dans une entreprise qui a réalisé 1,75 milliard d'euros de résultats nets au premier semestre. C'est des chiffres quand même pharaoniques. Et 409 millions d'euros de résultats opérationnels. Donc de bénéfices hors effet stock. Donc c'est des chiffres énormes et les travailleurs, ils en veulent leur part qui leur revient de droit. Et ça, c'est une revendication qui peut être légitime. J'entendais hier effectivement que chez Total, il y a 9 milliards qui sont distribués en salaire et 8 milliards aux actionnaires. Peut-être y a-t-il trop d'argent qui est distribué aux actionnaires et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Alors, je ne sais pas si le plateau veut réagir et poser peut-être une question à Monsieur Lancelin, si vous êtes choqué de la manière que la France soit effectivement bloquée, parce que c'est ça, on peut toujours négocier, mais il y a beaucoup de gens qui sont parfois dans des situations plus difficiles que celles d'être travailleurs chez Exxon ou chez Total, des artisans en de grandes difficultés qui ne peuvent pas travailler, Monsieur Lancelin, qui ne peuvent pas prendre la voiture, des chauffeurs de taxi, etc. Des gens qui sont parfois en plus grande difficulté que le travailleur que vous êtes, Monsieur Lancelin. Oui, tout à fait, on peut l'entendre. Mais nous aussi, on est confrontés à ces problèmes d'approvisionnement en carburant. On n'a pas de station-service à l'intérieur de l'usine qui nous permet de faire le plein. Et la grève, comprenez bien, c'est notre seul moyen légal de nous faire entendre de notre direction et de mettre en place un rapport de force avec elle. Vous avez parlé de blocage. Nous, on se refuse à faire des blocages. Enfin, ça revient à la même chose. Lorsque les gens ne veulent pas charger les citernes, on peut ergoter pendant des heures. Mais le mot blocage, on peut le reprendre en tout cas, puisqu'il ne permet pas de débloquer précisément le carburant. Je ne sais pas si Charlotte, Nathan... Oui. Moi, pardon, j'avais une interrogation. C'est que maintenant, enfin, si on a bien compris, il y aurait toujours blocage, tout simplement parce qu'il y a une mésentente entre syndicats. Et ça paraît, c'est-à-dire qu'on est passé maintenant à un autre stade. Et justement, on peut s'interroger sur le fait, est-ce que c'est vraiment raisonnable de soumettre en effet toujours ce blocage à une mésentente entre syndicats, c'est-à-dire à savoir quel sera celui qui va remporter en gros les dividendes, si je peux dire, de votre action. Monsieur Lancelin peut répondre à cette question. Oui, tout à fait. Nous, on n'est pas en conflit avec la CFDT ou la CFE-CGC. On est en conflit avec notre direction, qui n'entend pas ce que nous, on lui demande et qui ne veut pas mettre sur la table ce que les travailleurs méritent, ce qu'ils ont obtenu grâce à leur travail. Mais tous les opérateurs raffineries qui chargent, tous sont syndiqués CGT ? Non, pas du tout. Il y en a aussi des syndiqués CFDT. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui rendent leur carte aujourd'hui parce qu'ils sont mécontents de cette signature. Mais après, vous savez, la syndicalisation en France, c'est à peu près 6%. Nous, on est à peu près dans ces eaux-là aussi. On n'est pas obligé d'être syndiqué. Monsieur Devers, Nathan Devers. J'avais une toute petite question. Je tiens à préciser vraiment que je soutiens votre combat, que je le trouve légitime et je trouve scandaleux qu'une entreprise qui fait de tels super profits ait une redistribution aussi inégalitaire entre le capital et le travail. Il y avait juste une chose que j'ai pas bien compris, mais très concrète, c'est l'accord qui a été signé. Alors, j'ai compris que la méthode ne vous convenait pas, mais vos revendications de 6%, l'accord, il portait sur combien de pourcents d'augmentation de salaire ? Donc l'accord qui a été validé hier, c'est 5% d'augmentation générale. Ça veut dire qu'on va acter une baisse de notre pouvoir d'achat pour 2022 et 2023 cumulés. En 2022, on a eu une augmentation de salaire de 3,2%, qui paraissait correcte au moment où on l'a négocié au mois de décembre l'année dernière, puisque même la CGT l'a signé. Sauf que l'inflation pour cette année, elle va se retrouver à presque 8%. Donc il y en a un manque à gagner de 5%. Et l'année prochaine, on a déjà des annonces d'inflation qui sont énormes. On parle de plus de 5%, peut-être 6%. Et ça, ce ne sera pas couvert par notre... C'est le cas pour tous les salariés de France, parce que je rappelle que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, ils ne le sont plus depuis 1983. Mais ce que vous dites, en revanche, est un vrai sujet, c'est-à-dire que comme il y a de l'inflation, chaque salarié en France perd de son pouvoir d'achat. Ça, c'est factuel. Exactement. Et personne ne peut contester ce que vous dites. Écoutez, merci Monsieur Lancelin, merci d'avoir expliqué la situation, et puis chacun devant... son poste peut se faire son opinion, si j'ose dire, sur cette situation si particulière.
situation française qui peut choquer. Effectivement, je disais, c'est une poignée de syndicats en France, de syndicalistes en France ou de militants CGT qui bloquent, même si M. Lancelin n'était pas d'accord avec ce mot, qui bloquent ce pays actuellement. Comme l'a dit le président Macron, pour le coup, hier, ce n'est pas un problème de l'Ukraine, ce n'est pas un problème du gouvernement, c'était au départ un problème de la CGT. Alors après, le gouvernement, manifestement, a pris, comme souvent, les choses un peu tard et la négociation est mal faite ou pas faite. Et aujourd'hui, on est, me semble-t-il, dans une impasse. Je le remercie, Monsieur Lancelin. Je voudrais qu'on voit les conditions de la réquisition avec Geoffrey Defebvre. Est-ce que c'est possible de réquisitionner ? Alors que la mobilisation syndicale se poursuit dans les raffineries, une station-service sur 3 est en manque de carburant sur le territoire. Face à la colère qui monte de la part des automobilistes, l'État aurait un moyen de levier, la réquisition. Selon le Code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, le préfet peut par un arrêté motivé réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service. Ainsi, afin de permettre aux camions-citernes de récupérer des carburants et réapprovisionner les stations-service à sec, les préfets pourraient imposer à certains salariés grévistes d'être réquisitionnés aux fins d'effectuer les tâches nécessaires au fonctionnement à minima du dépôt et aller jusqu'à faire appel aux forces de l'ordre pour libérer les piquets de grève. L'exécutif avait déjà eu recours, notamment en 2010, à des réquisitions par la force de raffinerie. Pour l'instant, le gouvernement exclut cette possibilité, préférant renvoyer à leur responsabilité les groupes pétroliers et les syndicats. Ce qui est quand même extraordinaire, et je lui ai fait la remarque à M. Lancelin, c'est que, ils demandent 6, ils ont 5. Ils refusent de reprendre le travail. Ils demandent les jours payés de grève, ça c'est assez classique, mais en plus ils demandent une prime de retour au travail. Donc ça fait quand même beaucoup, une prime de retour au travail après des jours de grève. Ça ne vous surprend pas? Non, ce n'est pas quelque chose qui peut vous étonner. Il n'y a que moi que ça étonne. Non, mais on a que les jours payés, c'est déjà quelque chose. Et tu as fait grève et tu dis, je veux bien une prime pour repartir travailler. Moi, je trouve que ça met quand même dans un drôle de pays. La prime, c'est étonnant. Et je vais même employer un mot au sens étymologique du terme, propre, c'est obscène. Oui. La prime, c'est obscène. Ensuite, la compétition, celui qui a la plus longue ou pas, entre syndicats, parce que c'est ça, en fait, pour lequel. Ça aussi, ça c'est absolument inacceptable. Maintenant, on peut s'interroger également sur la stratégie globale de la CGT. Parce que moi, quand j'entends ce type de discours, ça me fait penser... C'était d'ailleurs très calme, monsieur Lancelin. Très calme. Et vous savez, très posé et très construit. Il y avait le même discours au moment des événements de décembre 95. Exactement de la même manière. Et puis, on retrouve ça en permanence, ce type de discours, qui consiste à dire, nous sommes en situation de pouvoir faire blocage. Les autres travailleurs ne peuvent pas faire blocage. Mais ils étaient une quinzaine. Bien sûr. Là, le plan était serré, il y avait 15 personnes. Donc nous faisons, c'est la stratégie. C'est une stratégie globale voulue par la CGT. Et ce qui est étonnant et détonnant dans cette affaire, c'est que on connaît cette stratégie globale de la CGT, on le connaît, et ça fait quand même une semaine qu'on en parle. Oui, bien sûr. Alors, écoute, oui. Il y a une autre remarque qu'on peut faire, c'est que comme vous le disiez, toutes les professions sont en difficulté. En tout cas, il y a beaucoup de professions qui sont en difficulté. Pouvoir d'achat, oui. Et on peut regretter que ces luttes sociales soient élaborées de manière corporatiste et pas qu'elles incluent toutes les personnes. Si vous voulez que ce soit juste les personnes dans les raffineries, ça aurait pu être inclus à d'autres professions qui sont dans les mêmes difficultés et qui vont pâtir de ces grèves. Ça va peut-être jouer sur la popularité ou l'impopularité. Là, il y a danger. Ne soyez pas trop pressés, ça va venir. Ça va. Non, mais là, il y a danger. L'énergie, elle arrive. Il n'y a pas que le nord de la France et la région parisienne qui seront demain au pain sec et à l'eau, parce que l'OPEP vient de renchérir, vient de diminuer de 2 millions de barils par jour sa production. Le carburant, les prix vont flamber, la crise arrive. Alors écoutez Bruno Le Maire. Avant-goût, là. Oui, mais on produit combien de notre électricité nous-mêmes ? 70%, paraît-il. On est d'accord. On en produisait 70%. Et là, visiblement, on n'en produit plus que 60% par le nucléaire. Le reste, si j'ai bien compris, c'est de l'énergie renouvelable, à 30%. Nous sommes d'accord. Donc, on est passé de 70% de nucléaire à 60%. Nous sommes d'accord. Donc, on a perdu 10%. Donc, ces 10%, il faut les acheter.
si j'ai toujours bien compris. Et on les achète une fortune, puisqu'on l'achète, on produit à 50 kilowattheures, 50 euros, pardon, le kilowattheure, et là, on les achète à 500, je crois. Mais c'est parce qu'on achète à l'extérieur que ça augmente comme ça. Je vous assure, je ne comprends pas pourquoi l'énergie augmente. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi l'électricité monte en France, ça m'intéresse. Vous l'avez très bien expliqué, vous que vous ne produisez plus. C'est simplement les 10% de moins que nous ne produisons plus qui provoquent cette hausse faramineuse de l'énergie, puisqu'on produit encore à 60% notre électricité via le nucléaire. C'est embêtant, parce que quand les questions sont précises, il faut des réponses précises. Mais oui, non mais moi je vous assure, je pose ces questions, mais les plus simples du monde, comme toujours. Vous en avez préparé. Mais non, mais en fait, je pose une question simple. Pourquoi l'électricité en France augmente autant? Et j'explique qu'effectivement, nous produisons 60% de notre énergie via le nucléaire, de notre électricité. Le reste, c'est 30% du renouvelable. Ça n'a pas touché, puisque c'est nous qui le produisons. Simplement, on en achète 10% de plus. Parce que nos centrales nucléaires sont à l'arrêt ou parce qu'on a fait n'importe quoi ces 10 dernières années. Oui. Et c'est parce que c'est 10% que nous achetons qui provoque cette hausse faramineuse. Je vous assure, je ne comprends pas. Non, mais notre souveraineté... Vous avez compris, je suis clair ou pas? Oui. Oui, nous pensions qu'il y avait oui, en effet, il n'y a pas une question d'harmonisation des prix. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en plus... Oui, alors, alors ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on est... Il pose des cols, il connaît la réponse. Non, mais parce qu'en fait, on est victime, bien sûr, de l'Europe. Une nouvelle fois dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on vend, on est obligé de vendre, parfois... non pas à prix coûtant. À prix coûtant, des gens qui nous revendent à 500 euros. Non, plus. C'est des trucs de... Je vous assure, c'est des trucs de fou. Mais personne ne veut entrer dans le détail. Non, parce que quand tu as un ministre, quand tu viens ça... pervers. Imaginez-vous qu'on achète du gaz liquéfié. Oui. Vous savez, le gaz liquéfié. Et pas simplement le gaz de schiste qu'on s'est de produire ici, qu'on achète aux Américains. On achète aussi du gaz liquéfié qui arrive directement de Chine. Et vous savez, ce gaz liquéfié en Chine, d'où il vient? Il vient de Russie. Mais il vient de Russie. Ah oui. Mais quand tu as un ministre, tu lui poses jamais ces questions de bon sens parce qu'il te noie le poisson, tu comprends rien. Mais la vérité, c'est que c'est une usine à gaz, sans jeu de mots, qu'ils ont montée. C'est-à-dire que tu pourrais tout produire en France très tranquillement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, cette harmonisation n'est pas non plus un dictat, n'est pas du tout une obligation, puisque deux pays qui ne sont pas mineurs, comme le Portugal et l'Espagne, sont sortis de cette harmonisation. Oui. Voilà. Oui, mais ils ne sont pas. Il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple hispano-portugais ou luso-espagnol. Alors qu'il y a un couple franco-allemand. Ah oui, ça vous a pas échappé. Ah oui, ça c'est le boulet. Oui. C'est le boulet. C'est le tandem et le moteur et le pilier de l'Europe en devenir. Bon. Écoutons Bruno Le Maire qui parle de réquisition imminente. On revient sur le sujet du carburant. La première solution, celle qui doit être privilégiée par-dessus toutes les autres, c'est la négociation, la discussion. Si on voit que c'est complètement bloqué, que ni Total, ni les responsables syndicaux, et je dis bien certains responsables syndicaux, parce que la CFDT a été particulièrement responsable dans le cas d'espèces, mais si la CGT refuse catégoriquement d'engager cette discussion, mais nous n'aurons pas d'autre moyen que de réquisitionner les moyens nécessaires pour libérer les dépôts et faire fonctionner les raffineries. Combien de temps vous leur laissez ? Le timing, il se chiffre plutôt en termes d'heures, à la limite de jours, que de semaines. Parce que ça n'a que trop duré. Et que je vois bien l'exaspération de nos compatriotes, je la partage, ils n'ont pas à être les victimes collatérales de difficultés sociales entre un syndicat, la CGT, et une entreprise privée, Total. Bon, le gouvernement s'est réveillé hier matin. Hein. Ça fait juste 8 jours qu'on le dit. Hein. Ça fait 8 jours qu'on le dit ici. Hein. Ils se sont réveillés hier matin. Et dans combien de temps? C'est le fameux sketch, un certain temps. Oui. Voilà. Alors écoutez un pompier juste avant qu'on passe la pause, parce que les pompiers ne peuvent même plus avoir de l'essence. Nous n'avons plus accès aux stations-service, ou alors comme monsieur et madame tout le monde. Et pour nous, il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. N'imaginons pas un instant aller lever la main dans une file d'attente de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons simplement avoir une station-service dédiée, comme ça se fait dans les Hauts-de-France, ou alors utiliser les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est prise en compte et appliquée, nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur-pompier à mettre à l'intérieur.
Alors, beaucoup de gens me disent, bien sûr, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça, bien sûr. C'est pour ça que c'est quelque chose, je vous assure, les petits hommes gris. Je veux dire, je vous assure, la technocratie en France, mais c'est sidérant, en fait. C'est absolument sidérant, l'état dans lequel on est. Nous allons marquer une pause. Monsieur Jakubowicz, vous êtes bien... Moi, je laisse les spécialistes s'exprimer sur un sujet. Si vous me mettez dans le spécialiste de l'électricité, là, vous... C'est vieux comme le monde. C'est le conflit entre les intérêts collectifs et les intérêts privés. Voilà, je veux dire que c'est vrai que les Français ont le sentiment d'être pris en otage. Ça, c'est quelque chose de purement objectif. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à dire. Moi, j'observe simplement ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'effectivement, il semble qu'il y ait une sacrée confrontation entre la CFDT et la CGT, et que là, vraiment, on est au bout du bout, quoi. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on est sur des choses qui paraissent quand même relativement marginales. Est-ce qu'il y a une adéquation entre ces intérêts, je dirais pas petits intérêts, mais j'ai quand même un petit peu envie, quand même, particuliers et sans doute légitimes? Enfin, on bloque pas un pays pour ça, quoi. Voilà, c'est la grève. Ça peut inspirer. C'est vrai qu'il y a une disproportion qui est telle que c'en est. Et c'est la France, cher ami. Et c'est vrai aussi, alors on a bien compris que vous alliez chercher ce brave Germinal sur la feuille de paye qui effectivement est apparemment sensiblement supérieur à la moyenne des salariés de France, quoi. C'est vrai que... Non, mais on va marquer une pause, parce que là, sans doute légitime. Hein, on marque une pause et nous revenons. Pas en doute la légitimité. Et nous revenons. Il est 9h32, Audrey Berthaud. Face à la pénurie de carburant, les préfets du Var et de Haute-Provence limitent la distribution. Dans ces deux départements, les préfets ont pris des mesures limitant les achats de carburant à 30 litres par automobiliste et 120 litres par poids lourd. L'objectif, permettre évidemment au plus grand nombre de se ravitailler. Après les bombardements russes en Ukraine, les membres du G7 se réunissent aujourd'hui en urgence. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Le chef de l'État a déploré un changement profond de la nature de la guerre. Il a promis de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Enfin, Angela Merkel a reçu le prix Nansen pour son accueil des réfugiés hier soir. En 2015 et en 2016, l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de réfugiés et demandeurs d'asile. Un accueil qui a été loué par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR a vanté le leadership, le courage et la compassion de l'ex-chancelière allemande. Salut Noémie Schulz qui est arrivée. On pourra parler du procès qui s'est ouvert Rio-Paris. On pourra également parler du conflit entre la PJ hier et la police. On en a parlé, c'est un peu complexe et l'avis d'Alain Jakubowicz peut nous intéresser. Avant ça, une remarque pleine de bon sens et même, j'ose dire, extrêmement intelligente qui nous arrive. Et je vous la lis telle quelle. Le problème en France est surtout l'obligation pour les syndicats de rentrer en conflit pour pouvoir discuter avec la direction. Quand il y a une inflation de 8%, les discussions devraient être entamées dans toutes les entreprises sans devoir faire grève pour pouvoir échanger. En Allemagne, par exemple. C'est tellement évident de dire ça, que le pouvoir d'achat des salariés baisse quand il y a une inflation forte. C'est ce que je dis. Qui contestera ce que je dis? Je vais aller tout de suite négocier, d'ailleurs. Non, mais tous les salariés, non, mais bien sûr, tous les salariés, tous les chefs d'entreprise devraient prendre en compte cela. Oui. Et puis après, il y a des aménagements. Mais 100% d'accord, mais eux vous répondent, oui. C'est ce que j'entends depuis quelques jours. Moi, je sais pas trancher cette question-là, mais eux vous répondent que si on augmente les salaires, on augmente donc les coûts de gestion de la boîte, et donc le produit à la fin devient plus cher, et donc. C'est pour ça qu'en 83, la hausse du salaire ne suffit plus, quoi. En fait, en 83, jusqu'en 83. Le salaire était indexé sur l'inflation. Et qu'en fait, c'était... Et en 83, ça a été arrêté par Pierre Mauroy parce que c'est un cycle qui, effectivement, n'est pas vertueux. Et plus personne ne le fait aujourd'hui dans le monde, puisque tu auto-alimentes, si j'ai bien compris. Écoutez, Emmanuel Macron, cul par-dessus tête, c'est ce qu'il a dit hier. Alors, ça rejoint Perlimpinpin, ça rejoint Majax, etc. Qu'est-ce qui restera d'Emmanuel Macron, peut-être ces phrases-là, ces petites phrases. Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Sur l'Ukraine, donc il faut que chacun
chacun joue son rôle. Je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la Première ministre ou des ministres. Donc le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Je considère que cette situation a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça ne doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Que disiez-vous, Alain Jakubowicz? Non, je disais que quand le président de la République est capable de donner la température dans les appartements, je pense qu'il peut effectivement se mêler du blocage de la France, quoi. Apparemment. Enfin, je pense que toute proportion gardée, c'est assez extraordinaire de l'entendre dire. Moi, je ne vais pas intervenir là-dedans, mais il va nous dire qu'il faut mettre des cols roulés et pas chauffer au-delà de 19 degrés. Bon, en tout cas, il y a de la matière pour les humoristes, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, mais en fait, ça ne nous fait pas tellement rire. Rendez-nous Coluche, quoi. Voilà, ça ne nous fait pas tellement rire. Et là, ce qui se passe en France dans tellement de domaines. Écoutez le deuxième passage d'Emmanuel Macron, qui a une pensée pour les compatriotes, comme il dit. Écoutez, d'abord, je veux avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui ont parfois attendu des heures, qui vivent cette situation très difficile, et je veux leur dire qu'on est à leur côté. Je veux remercier aussi tous les transporteurs qui sont mobilisés pour aider et qui, avec un esprit de solidarité, ont tout fait pour qu'on puisse répondre au mieux à ce problème. Comme vous le savez, cette situation, premièrement, elle n'est pas liée à la guerre du tout, et deuxièmement, elle n'est pas le fait du gouvernement. Ce sont des négociations salariales au sein d'abord du groupe SO, puis du groupe Total. Et donc, j'ai demandé à la Première ministre, aux ministres compétents de pouvoir échanger avec les responsables concernés, les entreprises et leurs syndicats, pour appeler tout le monde à la responsabilité et à une conclusion rapide des négociations. Donc, je crois qu'il y a des négociations qui sont en bonne voie pour les prochaines heures. Je souhaite que maintenant une issue puisse être trouvée parce qu'on ne peut pas... Les négociations salariales, les réquisitions existent, après elles ont quelques contraintes, non mais elles sont prêtes et le gouvernement peut le faire et ce sera à la main du gouvernement. Après, le mieux c'est que ces négociations puissent aboutir et que tout le monde reprenne le travail. Donc le gouvernement est à l'œuvre pour ce qui le concerne, mais j'appelle aussi l'ensemble des entreprises concernées et de leurs salariés à l'esprit de responsabilité. Les négociations salariales sont toutes légitimes, il ne m'appartient pas d'en juger, mais il faut qu'elles trouvent une conclusion pour que, en quelque sorte, ce ne soient pas nos compatriotes qui en soient les victimes. Bon, je remercie le président d'avoir une pensée pour nous, mais ce serait bien qu'il agisse. Voilà. Qu'il agisse ou qu'il fasse agir. Non, mais pourquoi vous souriez? Parce qu'il a une pensée pour les compatriotes. Et je vous voyais, ce qui est amusant, et c'est terrible d'ailleurs, c'est que vous étiez en train d'écouter Emmanuel Macron et vous étiez tous en train de rire, en fait. Non. Ou de sourire. C'est-à-dire que tout le monde... C'est ça qui était... Sud-Est qui n'est pas venu, donc je suis un peu déçu. Ah non, mais c'était dans le premier échange. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde comprend que la parole présidentielle sur ces sujets-là est abîmée. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il est à Château-Gontier, donc, il est en Mayenne. On rouvre, si j'ai bien compris, une sous-préfecture. Oui. Donc c'est le retour de l'État. Et puis là, on voit l'État totalement impuissant, puisqu'il fait une analyse qui est assez juste de la situation. Mais évidemment, il a les mains propres, puisqu'il n'a pas de main, il ne fait rien. Donc le retour de l'État, mais le retour de l'État totalement impuissant, qui observe les événements, qui n'a rien à dire sur les grèves préventives. Nous passons notre temps à dire que l'État est fort sur l'accessoire et est faible sur l'essentiel. Et à Château-Gontier, ils ont l'État maintenant. Quelques mesures qui ont été prises ces dernières heures. Vous avez le préfet du Cher qui approvisionnement en carburant, appel au civisme et à la responsabilité de chacun, a-t-il dit, le remplissage de récipients transportables de toute convenance est interdit. Je rappelle qu'il y a 5 jours, vous aviez le porte-parole du gouvernement qui disait qu'il n'y avait pas de pénurie. Oui, c'est Olivier Véran, le même qui avait dit qu'il n'y a pas de pénurie sur les masques. C'est le même dont la parole est, pardonnez-moi, totalement discréditée depuis qu'il est ministre de la Santé. Enfin, oui, alors moi j'ai rien contre M. Véran, mais quand tu es ministre de la Santé pendant la pénurie de masques et que tu es porte-parole du gouvernement pendant la pénurie d'essence, je me demande si j'étais président, Premier ministre, j'envisagerais une pénurie de Véran. Ça ferait peut-être du bien à la République. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est un bon mot, mais le pauvre, il y est. Voilà, non, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, il en fera un livre dans un an, c'est tout. Voilà. Oui, ça c'est bon. Que personne ne lira.
Personne ne lira. Voilà. Bon, vous avez également interdit, je crois, la vente de carburant au-delà de 30 litres. Ce matin, on a interrogé, les équipes de CNews ont interrogé des Français. Alors, Paris a un air de confinement. Je ne sais pas si ça vous a frappé. C'est vraiment un parfum de confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Non. Il y a du monde, mais il y a moins de voitures. En voiture. Oui, c'est ça. Ah, mais dans le métro, du coup, il y a du monde. Ah oui. Oui, non, mais vous avez raison. Non, mais en voiture, il y a vraiment, là, c'est un parfum de confinement. C'est ça qui est. Vous allez dans d'autres françaises, voilà. Oui, ça roule bien, mais vous vous rendez compte, les gens se battent dans les stations-service. Tu as des gens qui sont en très grande difficulté professionnelle aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs quelques Français qui ont été interrogés. Le gouvernement devrait bouger un peu plus, même si c'est, comme ils disent, c'est que ça ne les regarde pas. C'est tout le monde qui est pénalisé, les sociétés, les employés de partout, quoi. Donc on est pris en otage par les syndicats. Je savais que ça allait être compliqué, mais on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de faire avec. J'ai une application qui me permet de trouver, et puis je zappe entre plusieurs applications, et là j'ai trouvé. Moi je travaille en Ile-de-France, j'en ai besoin. Sinon après je ne peux pas les bosser. Alors j'ai réussi par exemple dans le 7e arrondissement hier à prendre de l'essence dans une station et j'ai payé 2,72 €. Hein 2,72 € le litre d'essence. 2,72 € hier. Alors à qui profite la crise d'une certaine manière, cette hausse des prix? Vous voyez le sujet de Geoffrey Defebvre. Ce qui est rare est cher. La baisse de production mondiale de pétrole a entraîné une hausse des prix à la pompe, accentuée par les importations que les pompistes répercutent sur les consommateurs pour compenser le manque d'approvisionnement. Plus 7,4% pour le gazole, 3,9% pour le samplon 98 et 6,2% pour le samplon 95, soit une augmentation moyenne de près de 10 centimes par litre de carburant. Une hausse que certains consommateurs sont prêts à accepter, malgré la résignation. Dès qu'il y a un petit peu d'essence, on fait, puis on met 15 €, 30 €, ça fait, à ce prix-là, ça fait 10 litres, voilà où on en est. Peu importe le prix, là. Ouais, parce que comme on travaille avec la voiture, c'est assez vital d'avoir de l'essence. Ce serait 5 € le litre, je pense que je le payerais quand même. À n'importe quel prix, je l'achète parce que voilà, je n'ai pas le choix. Je dois travailler. Le gouvernement a appelé les groupes pétroliers et les syndicats à prendre leurs responsabilités et continue à débloquer des stocks stratégiques de carburant. Affaire à suivre, Vincent Herouet, sauf si vous avez un mot de conclusion sur ce sujet. Non. Le mot de conclusion, c'est que tous ces éléments-là bénéficient peu ou prou aux États-Unis, qui bientôt vont être en mesure de faire leurs emplettes en France et de racheter avec le dollar les entreprises françaises qu'ils veulent. Non, mais si tu veux faire la liste, des vainqueurs, il y en a. Non, il n'y a pas de liste des vainqueurs. Là, je prends ici. Oui, mais le sous-texte, ça veut dire rendez-vous. Non, mais rendez-vous dans 2 ans. Allez au bout de votre pensée. Rendez-vous dans 3 ans, pardon. Allez au bout de votre pensée. Parce qu'il y a du sous-texte, parce que vous mettez les États-Unis dans un sujet dans lequel ils ne sont pas du tout. Le sujet, on le met sur l'Ukraine. Là, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. C'est la grève de la CGT. Parce que globalement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je devine ce que vous voulez dire. Évidemment, les entreprises françaises, elles sont les petites et moyennes entreprises françaises et même des grandes. Mais c'est pas ça que vous voulez dire. Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Du point de vue de l'énergie aujourd'hui, les États-Unis, ce sont eux également qui la danse. Et encore, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez au bout. Pourquoi aller au bout? Allez au bout de votre pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les États-Unis vont être le grand vainqueur de la séquence que nous vivons. C'est ça que vous voulez dire. Qu'ils prennent l'Europe pour leur terrain de jeu. C'est ça que vous voulez dire. Qu'il ne fallait peut-être pas faire les mesures contre la Russie. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça que vous voulez dire. Non mais dites-le. C'est ça que vous pensez peut-être. Je dis juste et je vraiment là je prends un témoin que non mais non je dis que je prends un témoin. J'adore le pouce au crime. Mais non, mais vous avez peur. Mais j'entends ça de plus en plus comme ça. J'entends ça, des gens qui disent voilà. Attendez. Mais la guerre, ça dure longtemps et ça coûte cher. Oui. Alors là, le nombre d'économistes, là j'ai l'impression, au contraire, d'enfoncer les portes ouvertes. Parce que le nombre d'économistes qui vous disent aujourd'hui que de cette séquence générale, qu'il s'agit de la politique énergétique, qu'il s'agit de l'Ukraine, les États-Unis vont être les grands vainqueurs. Alors qu'ils étaient en très grande difficulté. Tout simplement, on les considère peu ou prou comme des alliés, et qu'en fait, ce sont des concurrents, et qu'ils vont faire leurs emplettes en France, et ils vont acheter des entreprises françaises, des pans entiers vont tomber. Et même des entreprises françaises vont se délocaliser parce que l'énergie est tellement chère qu'elles vont aller aux États-Unis. Bien évidemment. Et vous avez parfaitement raison. Là-dessus, moi, je ne donne pas mon avis.
Moi, je vais mettre un bémol. Non, jamais. Je m'en garderai. Ouais. Juste un bémol, les Américains seront peut-être gagnants sur le long terme, mais à court terme, Joe Biden va le payer très cher parce que le renchérissement du prix de l'essence à la pompe pour l'électeur américain est désastreux et c'est un élément absolument décisif dans son vote pour les midterms. Et le fait que Poutine ait réussi à emporter le morceau et à retourner les alliances de l'OPEP, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite s'est ralliée au Kremlin pour diminuer la production et renchérir le prix du pétrole, ça, c'est un fiasco diplomatique des Américains grave et que Biden va payer comptant. Mais cher Vincent, peu importe qu'il s'agisse de Biden ou qu'il soit battu, parce que Biden ou Trump, nous savons que c'est la même politique. C'est la politique des intérêts américains. Oui. Oui. Non, la question, c'est qu'est-ce qui gouverne les États-Unis? Oui, il n'y a pas de différence. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, il n'y a pas de différence. Mais bon, ça va. La guerre, ça coûte très cher et ça dure très longtemps. Ça, c'est vraiment une évidence, une vérité de base. C'est douloureux et c'est hors de prix. Et c'est pas fini. Autre sujet, Rio-Paris, et Noémie Schulz est avec nous puisqu'elle va suivre le procès. Alain Jakubowicz, vous êtes impliqué dans ce procès. À quel titre? Je suis l'avocat d'une association importante qui s'appelle Entraide et Solidarité AF 447, qui regroupe un très grand nombre de familles victimes et essentiellement les familles françaises. Essentiellement, non exclusivement, mais essentiellement. Alors, je rappelle qu'Airbus et Air France sont jugés pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Paris. Évidemment, les pilotes sont décédés, donc eux ne peuvent pas être si tentés qu'ils auraient pu être, qu'ils aient une responsabilité, par définition, on ne peut pas les juger. Ça s'est passé 13 ans après la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 228 personnes en juin 2009. Le patron d'Airbus ne reviendra pas aujourd'hui au procès, tout comme la directrice générale d'Air France. Je voudrais qu'on écoute les victimes parce que on va entendre Madame Claire Rousseau, que vous connaissez sans doute, qui est la tante d'une victime. Et on a toujours du mal, on comprend, on devine, parce qu'on ne peut jamais se mettre à la place de la famille de victimes, on devine leur attente. Mais on se demande sur quoi ce procès peut-il déboucher. Alors, on écoute Claire Rousseau et je donne la parole à Noémie Schulz. Expliquer pourquoi. On va entendre quelqu'un qui est très en colère. Et c'est peut-être important d'expliquer pourquoi hier, à la sortie de l'audience qui était assez courte, pourquoi les familles de victimes étaient très remontées. C'est parce qu'on a eu droit à un propos liminaire des représentants, ces deux personnes morales qui sont jugées, Airbus et Air France. Et donc hier, il y avait la directrice générale d'Air France, Anne Rigail, et le PDG d'Airbus. Qui n'était pas en place sans doute il y a 13 ans. Non. Alors elle travaillait au sein de la compagnie Air France. Mais le PDG... n'était pas en place. Et donc ils ont tous les deux fait un propos liminaire en expliquant tous les deux qu'ils n'avaient que leur société niait toute responsabilité. Dans les deux cas, ils expliquent qu'il n'y a pas de faute pénale qui peut être reprochée à Airbus et à Air France, mais ils ont eu des mots de compassion pour les victimes. De la part d'Air France, ça a été relativement bien accédé parce que la compagnie aérienne a accompagné depuis 13 ans les familles dans toutes les démarches. Accompagné financièrement également. Financièrement, les gens ont été indemnisés. Non, financièrement, c'est les compagnies d'assurance. Enfin, faut pas se leurrer. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Il y avait un problème du côté d'Airbus. Mais Airbus il n'y avait jamais eu de prise de parole d'Airbus à l'égard des disparus. C'était la première fois hier. Jamais. Et c'est pour ça que quand le PDG a pris la parole pour dire, je voudrais dire ma compassion à l'égard des familles, ça a fait hurler dans la salle d'audience. On a entendu des gens dire honte à vous, enfin, trop tard, ça fait 13 ans qu'on attend ça. Et c'est pour ça que je voulais expliquer. Et c'est ça. Alors écoutons cette dame et je vous donne la parole après. Ça fait 13 ans, on attend des réponses. On veut des réponses parce que c'est pas qu'on pourra faire notre deuil, mais c'est pour apaiser. Et puis on veut la vérité surtout. On veut savoir ce qui est arrivé. On veut qu'Airbus et Air France nous disent ce qui est vraiment arrivé et toutes ces cumulations de pannes qui font que l'avion s'est scratché. Et 228 morts, c'est beaucoup. Et ça a détruit beaucoup de familles. Rousseau dit on voudrait savoir ce qui est vraiment arrivé. On ne sait pas ce qui est vraiment arrivé. Moi, j'ai l'impression qu'on sait précisément ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les pictos n'ont plus répondu. Les sons de pictos. Comment ? Les sons de pictos. Les sons de pictos, c'est-à-dire que les pilotes ont été démunis, n'avaient plus les informations, ne comprenaient pas ce qui se passait et le crash est arrivé. C'est pas ça ?
C'est très technique, je crois qu'on ne peut pas résumer en quelques phrases, mais l'idée c'est de savoir effectivement, en gros les compagnies, après vous rectifierez, notamment elles disent que les pilotes n'ont pas su réagir comme il aurait fallu réagir. Et les familles de victimes et les familles de pilotes disent mais comment voulez-vous qu'ils réagissent bien? Ils n'avaient plus les bonnes informations, il y avait des messages d'erreur qui apparaissaient. Donc les compagnies chargent entre guillemets les pilotes, c'est ce que vous voulez dire? Alors non, attention. D'abord, je le traduis de manière un peu... Il y a un certain nombre de choses à préciser. D'abord, c'est que ce procès nous concerne tous. Ces victimes, c'est vous, c'est moi, c'est nos proches, c'est vos téléspectateurs. Il faut bien comprendre que là, c'est 228 personnes, c'est n'importe qui. Donc ce procès, c'est vraiment le sujet de la sécurité aérienne, et la question que je pose de façon un peu triviale, c'est est-ce qu'il faut aller brûler un cierge chaque fois qu'on prend un avion pour traverser l'Atlantique? Alors, on nous dira qu'il y a peu d'avions qui tombent, c'est vrai. Et hier, ça a été très mal pris par les familles de victimes. On a le président d'Airbus qui est venu avec des statistiques en nous expliquant qu'il y avait 5 millions de gens qui voyageaient chaque jour. Peut-être, mais il y en a 228 qui sont morts. Bon, la question de ce procès, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. Et là, on a 2 personnes morales, et notamment Airbus, qui est droit dans ses bottes, technocrate de façon assez insupportable pour les familles de victimes. Pas un mot en 13 ans. Pas un mot. Alors c'est vrai que ces familles qui attendent depuis 13 ans ce procès, quand ils voient arriver aujourd'hui Penaud, le président d'Airbus, venir tenir des propos, c'est très difficile pour lui aussi. Il faut bien dire que prendre la parole devant ces familles, c'est pas très simple, mais venir leur dire que oui, il y a 5 millions de gens qui voyagent, oui, et d'accord, et nous, nos proches. Et lorsque l'on voit qu'Airbus continue à nous dire... 5 millions par jour? Oui, c'est ce qu'il nous a dit. 5 millions par jour qui prennent un avion Airbus. De voyageurs d'Airbus. Lorsque Airbus continue à dire « un Airbus, ça ne décroche pas », et moi j'ai envie de dire, dites-le aux familles de victimes qu'un Airbus, ça ne décroche pas. Parce que ces gens, ils sont bien morts parce que l'avion a décroché. Et la position d'Airbus, et là c'est assez intéressant, on a 2 mastodontes de l'économie nationale, européenne et internationale, mais qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on a Airbus qui dit « c'est de la faute des pilotes », et Air France, évidemment, pour qui c'est insupportable de venir dire c'est la faute des pilotes. Et au bout du compte, la question que je pose, c'est quand bien même y aurait-il une faute de pilote, quand bien même, ce qui est loin d'être évident, est-ce que notre survie à tous dans un avion dépend d'une éventuelle défaillance d'un pilote qui ne sont que des hommes et des femmes, à l'heure au XXIe siècle où ces avions, d'une certaine façon, volent tout seuls, quoi. Il y a un vrai sujet. Depuis 13 ans, est-ce qu'il y a eu sur un vol Airbus un autre drame de ce type ou un autre incident simplement s'agissant de ces sondes Pitot, ces fameuses sondes Pitot qui ont gelé, ayant pour conséquence que les pilotes dans le cockpit comprennent plus rien, il y a des alarmes dans tous les sens, ils n'ont plus la vitesse, ils n'ont plus la hauteur, ils n'ont plus rien. Il y avait eu des antécédents, ce qui manque là-dedans, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des sondes Pitot, qu'il y avait déjà eu des situations extrêmement critiques. Ça, c'est intéressant, ça sera dans le dossier. Un certain nombre de compagnies, on va entendre notamment le président d'Air Caraïbes qui va venir à la barre, parce que Air Caraïbes a changé les sondes. Et chez Air France, chez Airbus, on savait qu'il y avait ce problème et on n'a rien fait. Et ça sera peut-être le cœur de... Côté Air France, on n'a pas formé les pilotes pour savoir ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Et côté Airbus, on a totalement sous-estimé et même ignoré le problème qui se posait. Et aujourd'hui, on apprend, paraît-il, aux pilotes à réagir en tant que... Alors, il y a un décrochage, alors qu'à l'époque, on ne le faisait pas de la même manière. Parce qu'on part d'un mythe commercial. Pour Airbus, ces avions ne décrochent pas. Alors ça veut dire quoi décrocher? D'ailleurs, il faut peut-être expliquer. Décrocher, c'est quand l'avion pique, quoi. Il ne plane plus. Ouais. Alors c'est des phénomènes physiques. On va avoir, et c'est bien l'enjeu de ce procès, on va avoir des querelles d'experts extraordinaires, parce que pour un collège d'experts, c'est pas les sondes Pitot. Pour l'autre collège d'experts, c'est les sondes Pitot. Chacun va venir avec ses experts. Air France et Airbus, qui ont des moyens colossaux, vont venir avec des kyriels. En fait, on va faire un symposium d'aéronautique. Que demandent les parties civiles? Elles demandent de la réparation financière. C'est qu'on ramène de l'humain dans ce procès. Mais elles demandent une réparation financière? Alors, la question des réparations financières, elle est terminée. Elles ont été indemnisées. D'accord. Donc elles demandent quoi? L'enjeu, c'est quoi? La vérité et une condamnation. Mais une condamnation de qui, de quoi, pour qui? Air France et d'Airbus. Ils sont jugés pour homicide involontaire. Ils encourent une peine qui, effectivement, pour eux, n'est pas... Mais qui? Mais 225 000 € d'amende. Mais j'entends bien, mais qui sera condamné? La personne morale. La personne morale. En droit français, c'est relativement récent.
on peut condamner une personne morale, mais on ne met pas une personne morale en prison. Il y avait la doctrine disait, je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Oui. Effectivement. Et ça, c'est nouveau dans le droit français? C'est relativement, pour le vieil avocat que je suis, oui. Mais ça fait déjà quand même un certain nombre d'années, j'ai plus la date. Pardonnez-moi de poser des questions se pose sans doute le téléspectateur. Là, en fait, on a des personnes physiques qui étaient hier, mais qui ne sont pas jugées parce qu'elles ne font que représenter la personne morale. Il y a un enjeu aussi de savoir, je sais qu'il y a une des questions pour avoir échangé avec beaucoup de familles, de savoir ce qu'ont réalisé ou pas les personnes qui étaient dans l'avion. Mais ça, on ne le saura jamais, c'est un... Il y a la question, il est évoqué peut-être qu'on écoute les fameuses boîtes noires, vous savez, l'enregistrement de ce qui s'est dit, ce que se sont dit les pilotes. Mais on le sait, ça, ce que se sont dit les pilotes. On a la transcription, mais là, l'idée, c'est de les écouter. Et mais les familles le savent, ce qui se sont dit, les dernières paroles, c'est toujours d'ailleurs incroyablement c'est pas la même chose émouvant. C'est pas la même chose, on le voit avec les procès de terrorisme, on nous montre par moment des photos, on sait ce qui s'est passé, et au moment où on vous montre la vidéo... Où ils se disent, tu comprends ce qui se passe, ils se parlent entre eux, je comprends plus rien, etc. Pour bien comprendre. Et on va taper, le dernier mot, c'est on va taper. Je crois que c'est ce que dit un pilote. La question, c'est savoir si notamment une hôtesse a frappé au cockpit en demandant qu'est-ce qui se passe. Ça pourrait laisser penser que les gens dans l'avion, à ce moment-là, ont compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Sans doute. Ça a duré, la descente dure 4 minutes, je crois. Oui, c'est terrible d'ailleurs. C'est assez long. Et la question qui se pose effectivement, est-ce que dans cet avion, il s'est passé ce qu'on voit dans les films d'horreur hollywoodiens, les gens qui hurlent, etc. Mais faut-il le savoir ou est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait? Mais faut-il le savoir pour les familles? Certaines familles ont besoin de savoir. C'est toujours personne. Il n'y a pas deux personnes qui réagissent de la même façon. On a des gens qui veulent plus en entendre parler, qui viennent pas au procès, et puis des gens qui sont très présents. Mais... La pause, et je remercie Noémie Schulz, vraiment merci de ces précisions, et on va suivre bien sûr ce procès, et on va recevoir Camille Pascal dans une seconde. On va lui parler pourquoi pas de Jean Castex, parce qu'il a travaillé avec Jean Castex. Figurez que j'ai eu Jean Castex hier soir. Il est en train de repeindre ses volets? Non. Mais je vais vous raconter, parce que c'est incroyable. Ah ben c'est Cincinnatus, on voit. C'est du bon teasing. Hein. Je l'ai vu dans le 7e arrondissement. En train de faire le plein d'essence. Marchant, avec son petit sac à dos. Mais en métro. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, en métro. On fait de mauvaises rencontres. Bon, parce qu'on n'a quand même pas été très gentil. Et on a parlé pendant 10 minutes. Et ce qu'il m'a dit, le témoignage, je crois qu'il est unique sous la Ve République. Ce qu'il m'a dit, c'est unique sous la Ve République. D'avoir été Premier ministre et d'être comme il est aujourd'hui, d'ailleurs il y a cette fameuse photo dans le métro, c'est absolument étonnant et incroyable. Mais vous n'êtes qu'ironie. La pause. Ça va, vous êtes bien remis? Vous étiez un peu souffrant la semaine dernière. Ça va, tout va bien. Et vous avez fini votre tableau là que vous étiez en train de peindre Vous êtes narquois. À tout de suite. Nous sommes très en retard, Audrey Berthaud. La CGT et FO reconduisent la grève aujourd'hui chez Esso ExxonMobil, malgré la signature d'un accord majoritaire sur les salaires par d'autres syndicats qu'elles ont pour leur part rejeté. Ce matin, Olivier Véran a fait la différence entre la situation à Exxon, où il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage, et à Total Energy, où la CGT continue à appeler à bloquer. Le G7 se réunit en urgence aujourd'hui. Volodymyr Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle prévue à partir de 14h heure française. La première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas affaiblir. Selon elle, personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine. Enfin, 5 Français au total sont retenus en Iran, annonce de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna ce matin. Jusqu'à présent, la France avait officiellement 4 de ses ressortissants détenus en Iran. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais. Vous connaissez Camille Pascal, qui est écrivain, mais pas que ça, j'ai envie de dire, qui a été longtemps conseiller spécial de Jean Castex et qui vient de publier « L'air était tout en feu » ou « La conjuration de Célamare ». Et vous étiez donc au cœur du pouvoir avec M. Castex. Et malgré cela, la nuit, peut-être, vous preniez le temps d'écrire ce long roman. Chacun n'a pas le même cerveau, manifestement, et certains ont plus de possibilités que d'autres, et vous en faites partie. Alors, vous savez, quand on a été plume, parce que j'ai aussi écrit pour Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez pas avoir l'angoisse de la page blanche. Oui. C'est le cerveau est comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais vous écrivez
Vous savez, Chirac disait, quand on fait de la politique, il faut pisser quand on peut, parce qu'on ne sait pas quand on pourra ensuite. L'écriture, c'est pareil. Oui. Donc, il faut... voilà. Bon. Et vous pissiez quand voilà, hein. Alors, par ailleurs, j'avais commencé, pour vous rassurer quand même, je n'étais pas dans mon bureau à Matignon en train d'écrire pour moi, j'avais commencé le livre au moment du premier confinement, où là, j'avais beaucoup de temps. On en parlera tout à l'heure de cette princesse de sang. Alors, c'est un personnage complètement oublié. Je me suis dit, il a inventé ça, Camille Pascal. J'ai inventé jamais rien, moi, vous savez. Mais je sais, mais alors pourquoi on n'a pas... Parce que c'est quand même pas rien ce que vous racontez. Elle a failli prendre le pouvoir. C'est une sorte de coup d'État. On est après la mort de Louis XIV en 1718. Louis XIV est mort en 1715. Il y a Philippe d'Orléans, le régent. Alors, ceux qui ont vu que la fête commence se souviennent de l'interprétation de Philippe Noiret, de l'abbé Dubois, etc. Et puis, alors, elle va quasiment tenter un coup d'État, cette princesse. Mais personne ne la connaît. D'où est-ce que vous avez sorti princesse de sang et duchesse du Maine. Oui, elle était toute petite. D'ailleurs, c'était une petite personne, une naine, comme on dit, ou elle était vraiment petite? Elle était petite. La princesse palatine, qui la détestait, dit qu'elle était haute comme une enfant de 8 ans. Oui. Elle n'était pas très grande. Mais c'est vraiment vrai, vous n'avez pas forcé le trait sur le coup d'État. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, et notamment sur cette organisation rocambolesque d'une femme qui, en fait, c'est une femme qui a d'abord une idée de son rang, qui a été atteinte, j'allais dire, dans son identité profonde, puisque c'est là à la mode, par son mariage, parce qu'on l'a mariée avec un bâtard de Louis XIV. Alors un bâtard, je me suis dit aussi, un bâtard, quelle place a un bâtard dans la cour? Mais tout le monde sait qu'il est... aucune. Ouais, mais tout le monde sait qu'il est bâtard, si j'ose dire. Ah bah oui, puisqu'il est légitimé. Donc d'abord il est caché, c'est un enfant caché, puisque c'est donc le fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Il est caché et on va lui trouver une gouvernante qui va faire une belle carrière. Il faut toujours se méfier des femmes qui gardent des enfants. C'est Madame de Maintenon. Donc c'est elle qui va s'occuper en secret des enfants. Et puis petit à petit, le roi vient voir ses enfants, puis il regarde de plus en plus la gouvernante. Voyez, et comme elle savait pas mal manœuvrer, et que la Montespan devenait complètement folle, je rappelle qu'elle a fait donner des messes noires où on égorgeait des enfants sur son ventre nu pour... oui, c'est ça le problème de la Montespan. Hein, voilà. Donc, pour garder le roi. Finalement, tout va bien en 2022. Le roi s'est effrayé un peu quand il a... Vous savez, quand l'araignée est venue donner au roi le dossier secret sur le comportement de Madame de Montespan, donc les messes noires, les assassinats d'enfants, etc. On lui a fait, d'ailleurs, le roi s'est rendu compte qu'elle lui avait fait absorber toutes sortes de potions magiques pour qu'il reste amoureux d'elle. Donc il a tout jeté au feu pour que l'histoire... Mais Saint-Simon, il raconte pas ça? Non, Saint-Simon... Il n'en parle pas de Madame de Montespan et des messes noires? Parce qu'il arrive un peu plus tard. Il est le mémorialiste de la fin du règne. Donc, en tout cas, il y a ses enfants. Ces enfants bâtards, au début, n'existent pas. Puis, grâce notamment à l'appui de Madame de Maintenon, ils vont gravir une à une l'échelle des honneurs. D'abord, on va les légitimer, donc ils sont reconnus. Alors qu'ils sont, comme disait Saint-Simon, le fruit atroce d'un double adultère. Donc, pour lui, c'est comme sous les mérovingiens, on les rase et on les met dans un couvent. Bon. Et donc, ensuite, ils sont titrés, le duc du Maine. Ensuite, on leur donne le titre de prince du sang. Prince du sang. C'est-à-dire qu'on les introduit dans la famille royale. Et à la fin, le roi Louis XIV étant... Là, il y a eu une sorte d'abus de faiblesse. La Maintenon derrière et la vieille cour qui voulait garder les reines des femmes. Ça, c'est toujours la même histoire. Comme d'habitude. Obtient qu'ils soient successibles à la couronne. C'est-à-dire que ces bâtards, qui sont donc nés d'un double adultère, pourraient être... Et donc, entre-temps, dans cette politique, il fallait marier ces bâtards à de vrais princes du sang. Et donc, on marie le duc du Maine à une princesse de Bourbon-Condé. Donc, qui deviendra la duchesse. Qui ne s'en remettra jamais. Elle s'appelle Louise Bénédicte de Bourbon. C'est la petite fille du Grand Condé. On va en parler dans quelques secondes. Je vous laisse, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine ce matin. Est-ce que vous partagez l'analyse que le conflit hier a changé de nature, Vincent Hervouette, parce qu'il y a eu des bombardements sur Kiev et des bombardements sur les civils, et qu'effectivement, la guerre, c'est une armée contre une armée, mais on ne bombarde pas aveuglement les civils. C'est ce qui s'est passé hier matin. Je crois que c'est ce qu'a dit également Emmanuel Macron, changement de nature. Est-ce que vous diriez ça? Oui, il a dit changement de nature profonde de la guerre. Alors c'est vrai et faux. C'est vrai, c'est faux dans le sens où il n'y a pas de changement stratégique. La guerre n'a pas changé de visage. Le bombardement des civils, il y a eu
il y a une vingtaine de morts au total. Bientôt, on en aura une vingtaine. Il y a une centaine de blessés, une centaine de victimes au total. Il y en a, je crois, 15 ou 16 000 selon l'estimation basse des Nations Unies depuis le début du conflit. Donc, c'est pas à la fin. Ce qui a changé, ce qui est en train de changer profondément, c'est que tous les coups sont permis. Et ça, on l'observe pas depuis hier, on l'observe depuis à peu près un mois. On se rend compte qu'il y a une montée quand même de la violence. Ça a été l'attaque, le sabotage du gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est même cet attentat au camion piégé sur le pont de Crimée. Le pauvre type qui était au volant n'était pas un kamikaze. Il a été sacrifié froidement par ceux qui ont qui ont mis les explosifs dans le camion. C'est toutes sortes de choses comme ça qui montrent alors, que... une fois qu'on a dit ça, les conséquences... La guerre est en train de s'aggraver. Et ce qu'on a observé hier en tapant, en se vengeant ainsi sur les civils du défi qu'il avait reçu en pleine figure le jour de son anniversaire avec cet attentat sur le pont de Crimée, eh bien, c'est que Vladimir Poutine a définitivement renoncé à rassembler tous les Russes, la nation russe derrière lui. Ça, c'est fini. Et si on se projette, on comprend que Poutine ne s'arrêtera pas tout seul, qu'il ne négociera jamais. Donc, soit on l'arrête, soit il est arrêté. Non, mais c'est moi qui le dis. Il n'y a pas de négociation ouverte. Il n'y a rien qui ressemble à une négociation. Mais si on se projette, est-ce qu'on peut imaginer les prochaines semaines? Ou est-ce que c'est impossible? Sur le plan militaire, on peut facilement les imaginer. Il y a une offensive, il y a une dynamique de la contre-offensive ukrainienne. On va voir s'ils sont capables de tirer les lignes logistiques, etc. Et de continuer à gagner du terrain. Il y a côté russe un renfort qui arrive sur le front et qui va boucher à peu près les trous, même si ce sont des hommes qui ne sont pas encore très expérimentés ou ont eu le temps de se former. Et donc, il y a une espèce de course avant l'arrivée de l'hiver. Et la diplomatie mondiale là-dedans? La diplomatie mondiale, elle est aux abonnés absents. Hier, on était dans un concert d'indignation générale à l'ONU, en Europe, partout. Mais il n'y a pas de... Il y a, à part Erdogan, qui veut absolument exister et avoir un rôle dans ce drame planétaire, il n'y a pas de négociation. Alors, on peut avoir une vision optimiste, se dire que plus on monte aux extrêmes, plus la nécessité d'une négociation se fait sentir et que désormais, finalement, tout le monde y a intérêt. Et donc, une sorte de Pentecôte va soudain éclairer les esprits. Sauf que on voit bien que du côté ukrainien, on est dans une militarisation de la société, on est dans une euphorie aussi guerrière. C'est magnifique la façon dont ils sont comportés hier. Ils chantaient dans le métro, ils étaient... On a vu les images, on va les voir là, je pense. C'était les Anglais pendant le Blitz, c'était superbe. Franchement, les civils ukrainiens, ils sont... On a l'impression que l'Ukraine est en train de devenir une sorte de grand Israël. Notamment les images dans le métro qui sont les plus fortes, les plus symboliques. Je pense que Marine va nous les montrer dans une seconde. Joseph Massescaron, Charlotte Dornelas. Par rapport à ce tableau qui a été fait, bien sûr. Mais justement, c'est en ce moment qu'il devrait y avoir de la diplomatie, et c'est en ce moment que précisément la diplomatie est absente, alors qu'auparavant, il y avait balai diplomatique sur balai diplomatique. Oui, mais comment voulez-vous négocier avec... Comment vous faites Il ne veut pas. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un que vous accusez en permanence d'être un criminel de guerre. Oui. Le problème, il est vous là. trouvez que c'est... Alors, je vais reposer les mêmes questions qu'à Joseph. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que la France s'y prend mal. C'est ça que vous voulez dire? Ah mais non, mais la France... Pas la France ou le monde. Comment? La France est hors jeu. La France, je veux dire... personne n'écoute vraiment ce que dit le président Macron sur le sujet en ce moment. Mais il écoute qui alors, Vladimir Poutine? Le vrai problème, vous mettez le doigt sur un vrai problème, c'est que aux États-Unis, quand il y a eu la crise de Cuba, vous vous rappelez la crise de Cuba, la crise nucléaire, bon, comment on en est sorti? C'était juste, à la fin de la semaine, ça fera juste pile 60 ans. Comment on en est sorti en octobre 1963? On en est 1962. On en est sorti parce que le président Kennedy n'a pas écouté du tout son entourage militaire et politique. Aucun de ses conseillers. Il a voulu à tout prix une négociation directe avec Khrouchtchev. Il a dit, il faut qu'il y ait, quand un tigre est enfermé dans une pièce, il faut qu'il y ait une fenêtre ouverte. Mais Biden, il est incapable de négocier. Ben voilà. Vous mettez le doigt sur un des petits problèmes. Il est quand même très vieux. Qui gouverne aux États-Unis? Qui tient les clés?
Où est l'adulte dans la pièce? Et vous pensez que s'il y avait Trump, ça serait plus facile? J'en sais rien, ça, alors là, non, franchement. Ou s'il y avait Obama. Ou s'il y avait... C'est votre jour aujourd'hui, vous avez des questions perverses. C'est vrai, Ou s'il y avait Obama, si vous préférez. Vous avez 2 heures. Ou s'il y avait Obama. 2 minutes. Hein. Ou s'il y avait Obama. S'il y avait en face de Poutine un interlocuteur qui ait de l'autorité, ce serait mieux. Il n'y a aucun doute. Bon. On ne peut pas faire de conjecture, hein, mais quand même, on peut remarquer que Obama et Trump, c'était tous les deux, par-delà toutes leurs différences entre les deux, hein, ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous les deux très faibles face à Poutine. Trump, on s'en souvient, la fameuse conférence où il disait qu'il croyait davantage Poutine que ses propres services secrets, et Barack Obama lui-même, parce qu'il ne faut pas se duper sur cette opposition qu'il y avait entre les deux. Face à la Russie, il y avait une position analogue. Quand Barack Obama avait fixé une ligne rouge en Syrie, que la ligne rouge avait été franchie et que Barack Obama avait reculé pour des raisons de politique intérieure, c'était aussi un signe de faiblesse. Et c'est vrai que là, alors pour des raisons de... Peut-être que c'est pas directement Biden qui s'occupe de ça, mais plutôt ses conseillers ou d'autres personnes à Washington, mais force est de constater qu'il y a vraiment eu un changement de la position américaine, c'est-à-dire occidentale. Il y a un abonné absent par rapport à la crise de Cuba, hein, c'est l'Europe. Bah si, quand même. S'il y avait une raison justement de traiter de la vacuité européenne, c'est bien maintenant. Dernier mot sur ce sujet, peut-être, avant qu'on parle d'histoire de France. Je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais en fait, je me dis qu'il n'y avait vraiment rien de plus dangereux qu'un mégalomane nationaliste. Et franchement, moi, je veux dire que les enseignements, encore une fois, du passé, qu'est-ce qui peut arrêter cet homme? Et pardon de cette question, mais il me vient à l'esprit, je me dis, qu'est-ce qui serait passé en 1944 si Hitler avait eu la bombe atomique? Franchement, moi, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. C'est glaçant de voir que rien n'arrête cet homme, quoi. Rien. Et que plus il est en difficulté... C'est le principe des dictateurs. Hein. Plus il est en... C'est le principe de Kadhafi, c'est le principe de tous. C'est le principe de Ceausescu. Ils sont tous arrêtés. Absolument, hein. non. C'est tous. Alors, voilà, c'est Moi, je veux dire qu'on en parle aujourd'hui, c'est vrai. Ou ils seront arrêtés de l'intérieur, ou ils seront arrêtés de l'extérieur. Attention qu'à l'intérieur, ils ne soient pas arrêtés par les faucons, hein. Parce que nous, faucons. Nous avons une vision... Les faucons. Idéaliste, pardon. Que voulez-vous dire? Nous avons Non, mais vous avez très certainement au Kremlin une ligne beaucoup plus dure. Oui. Attention, hein, parce que le coup d'État, il peut venir de l'extrême droite. Hein, moi, je suis... On se dit, on imagine une libération, comme ça, une révolution en Russie qui renverserait Poutine. Mais attention que cette révolution ou ce coup d'État ne vienne pas de l'extrême droite. Ne soit pas plus radical, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce que vous voulez dire. J'ai juste une question pour les spécialistes. Oui. Est-ce que l'hiver ne peut pas avoir une influence sur ce qui va se passer sur le terrain? Sans doute, il fait moins 30. Il fait moins 30. Sans doute. L'hiver, toujours. Sans doute. Voyez l'image du métro. Voyez l'image du métro qui a fortement marqué le sentiment émouvant. L'hiver, il est russe. Hein. Il y a les pluies d'automne qui arrivent dans d'autres. Très boueux, donc ça va un peu... Ça enlise des C'est comme ça. Hein. Mais est-ce que justement on n'a pas envie dans ces cas-là de faire de la guerre à distance, quoi? C'est encore plus dangereux, quoi, la guerre à distance. Mais... claquer des dents. Camille Pascal est avec nous. Camille Pascal, vous avez travaillé avec Jean Castex. Il se trouve que hier soir, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré dans le 7e arrondissement, mais vraiment, il était 9h30, je sortais de l'émission, j'allais au restaurant. Bon. Je tombe sur Jean Castex, tout seul, avec un petit sac. Son sac à dos, oui. Sac à dos, tout ça. Et en basket. Je n'ai pas cité en basket. Bon. Qui dit, on fait de mauvaises rencontres. Je crois qu'il commence comme ça, etc. Parce qu'on n'a pas été toujours gentil, disons-le, sur ce... J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, mais parce que je trouvais que... Je trouvais... Alors, tu le comprends, parce que c'est un homme d'État et il prenait les mesures qu'il pensait justes. Mais c'est pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est l'homme qu'il est. La simplicité, mais la vraie simplicité, pas la simplicité affectée. Pas « regarde comment je suis simple », ce qu'on trouve parfois dans nos métiers. Une simplicité. Et alors, il m'a raconté ce qu'est sa vie. Donc, il va dans le métro régulièrement et les gens viennent vers lui. Alors, il m'a dit, quand j'ai une cravate, on me parle différemment que quand j'en ai pas. C'est assez drôle, d'ailleurs, comme anecdote. Et il parle avec tout le monde. Les anti-vax qui viennent le voir, et il ne cède en rien sur sa position. Mais avec une sincérité, une bienveillance, une intelligence qui est absolument sidérante. C'est-à-dire qu'il est tout seul aujourd'hui. Et je n'ai pas d'exemple, sous la Ve République, d'un Premier ministre
qui se comporte comme cela après avoir été au plus haut sommet de l'État. Peut-être Pompidou. Pompidou, ouais, alors c'est une autre époque. Ouais, parce que Pompidou, il avait été très peu de temps entre Premier ministre où il ne l'était plus et Président de la République où il le devient. Il s'est passé très peu de temps. Mais cette personnalité que vous avez bien connue, que effectivement nous on jugeait différemment parce que on le voyait dans l'exercice de ses fonctions, on trouvait qu'il y avait trop de radicalité, des mesures trop fortes qui avaient été prises. Bon. Mais cette personnalité est étonnante, c'est tout ce que je voulais souligner. C'est pour ça que je l'ai rejoint à Matignon, sinon je serais resté tranquillement au Palais Royal, parce que bon, aller prendre des coups gratuitement dans l'exercice du pouvoir et en plus dans des fonctions, qui ne sont... Mais c'est l'anti-Emmanuel Macron, je trouve. Mais je pense que... En termes de personnalité, je ne parle pas politique. C'est-à-dire qu'il y en a autant, et tu vois... Pardonnez-moi, et dans la séduction fabriquée, artificielle, autant l'autre, c'est l'exact contraire. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait été choisi par le président, j'en suis convaincu. Et que le président l'a laissé partir à regret. Mais ça, c'est là que Castex a utilisé la liberté qui était la sienne, c'était d'arrêter. Mais il a une ambition ou pas ? C'est difficile de dire ça, de parler à sa place. Et je pense il sait qu'il a créé un lien. Alors après, on peut en discuter. Est-ce que c'est avec les Français ? Quel usage il en fera ? Est-ce qu'il apportera ce lien à un candidat ? Est-ce que lui-même se sentira ? Est-ce qu'il reviendra aux affaires ? Est-ce qu'il en a envie ? À votre avis, est-ce qu'il pense que... Parce qu'il faut avoir... Alors, c'est compliqué parce que d'en parler, ça a été je travaille pour lui, mais c'est un ami. Enfin bon. C'est un grand commis de l'État, ça c'est sûr. Qui s'est mis au service de l'État dans des fonctions politiques, alors que jusque-là, il avait été un grand commis de l'État. C'est un homme à l'ancienne de ce point de vue-là. Ça, il est très, très ancien, côté, point de vue-là, à tout point de vue d'ailleurs. Bon, donc, il incarne une tradition française du grand commis de l'État. Il est d'un désintéressement, d'un dévouement. Moi, je disais, d'abord, c'est un j'aime pas les anglicismes, mais c'est un alcoolique du travail. C'est un alcoolique du travail. Moi, à 7h30, moi, j'arrive jamais très tôt. Mais à 7h30, il était là, il bossait. Je dis, mais arrête, qu'est-ce que tu vas crever. Enfin, je veux dire, ça n'en vaut pas le. Enfin, t'as des collaborateurs, ils peuvent. Ah non, mais regarde, il faut que je regarde, parce que là, tu vois l'ordonnance, mais c'est écrit n'importe comment. Mais je dis pas la première ordonnance qui est écrite n'importe comment. Passons à autre chose. Donc, non, donc ce souci. Avec vous, à l'État, ça. Quoi ? Moi, je pense qu'il faut prendre. Vous voyez, moi, j'ai jamais eu j'ai décidé que je n'avais plus sur un bureau. Un jour, on m'a dit, il faut qu'il y ait rien. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, voilà, je pense que c'est un grand commis d'État qui s'est transformé en homme d'État. Après, que fera-t-il de cette expérience, si tant est que ce soit un capital? On en parlait hors antenne avec M. Arouette. Je ne sais pas. Il y a un lien, manifestement. Il y a quelque chose. Et la photo, par exemple, dans le métro, il m'en a d'ailleurs parlé. Il m'a dit, j'étais un peu ennuyeux que cette photo soit diffusée comme ça, parce que même son entourage a un peu, il est tout seul tout le temps. Donc, oui, c'est bon. Vous savez, les Français aiment bien avoir quelque part sur une étagère quelqu'un qui pourrait leur servir. Voilà, je crois qu'il est sur cette étagère. Donc, comment vous dites le castex, c'est vous qui aviez inventé ce néologisme ou ce barbarisme? Je ne sais pas. Le castexisme. Sur ce plateau que j'ai inventé. Le castexisme. Était né le. Oui, parce que moi, ce qui m'a frappé, je vais vous dire, c'est son discours de départ. Oui. Nous n'avons pas fait de politique pendant 2 ans. Très peu. Bon, voilà. Donc, j'écrivais une partie des discours. Donc, je faisais un peu de politique, entre guillemets, par les discours mémoriels, etc. Mais il a fait très peu de politique. Il a fait de la gestion de crise. Mais le discours de départ, qu'il écrit seul, donc moi, je découvre... En fait, comment dire, il laissait devant nous l'avant-veille lorsqu'il dit au revoir à ses collaborateurs. Je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Et il le retravaille, et c'est son discours. Et c'est un vrai discours politique. Et là, je dis, quand même... Donc, il prépare quelque chose. Alors, votre bouquin, L'air était tout en feu, ou la conjuration de Cellamare. C'est quoi Cellamare? Cellamare, c'était le nom de l'ambassadeur d'Espagne, le prince de Cellamare, qui a instrumentalisé la petite duchesse du Maine, qui s'est fait aussi instrumentaliser. Et donc, à l'époque, c'est intéressant, quand la conjuration est découverte, on va donner le nom de l'ambassadeur d'Espagne à la conjuration et pas celui de la duchesse du Maine.
pour éviter quand même qu'on soit obligé de lui couper le cou. Alors, je rappelle, on est en 1718, donc il y a un régent, puisque Louis XV, quel âge il a? Louis XV, il est tout petit. Il a 8 ans. Il a 8 ans, donc il va commencer, il régnera à quel âge? 13 ans. À 13 ans révolus, vous savez, c'est la majorité des rois de France. Enfin, voilà, il règne à partir de... Donc c'est une période que chacun connaît, parce qu'elle a été souvent à la télévision interprétée ou au cinéma. C'est une période assez légère, manifestement. De liberté. De liberté. C'est une sorte de Movida, en fait. De libertinage. Bon. Mais bon, et là, donc celui qui a annoncé, c'est donc Louis XV. Mais on veut virer Philippe d'Orléans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire un coup d'État. C'est très français. C'est-à-dire qu'en fait, le régent, d'abord, avait été à moitié écarté du pouvoir par son oncle, Louis XIV, qui avait donc monté un conseil de régence où il y avait le duc du Maine, etc., pour essayer de contrôler le régent, parce que le régent, on ne l'aime pas dans l'entourage de Louis XIV, d'abord parce qu'il est intelligent, un prince intelligent, c'est toujours dangereux, qu'il est quand même pas très religieux. Je rappelle que lorsqu'il allait à la messe à Versailles, pour quand même que son oncle voit qu'il venait, il mettait Rabelais dans son missel. Donc il suivait la messe de loin, comme l'abbé Dubois, qui n'allait à la messe. Immortalisé par Jean Rochefort dans le film de... Oui, ça, évidemment. Parce qu'on pense toujours à Jean Rochefort quand on parle de l'abbé Dubois. Ils marqueront à jamais cette face jaunâtre, comme disait Saint-Simon, qui le détestait. Et donc, le régent donc s'impose, mais surtout, il renverse. En fait, il a ce qu'on appellerait, il fait un devoir d'inventaire, et il renverse la politique de Louis XIV. Il la renverse sur le plan politique, car il crée une sorte de police inaudite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué, mais où les conseils partagent le pouvoir avec le pouvoir exécutif. Il va faire une politique économique incroyable, puisqu'il y a la dette immense du règne de Louis XIV. Comment est-ce qu'il va la régler? Il est malin, c'est comme aujourd'hui, par l'inflation. Donc par les billets de Monsieur Las. Donc là, ça va être... En 3 ans, l'affaire est pliée, c'est-à-dire que les gens sont ruinés, mais l'État, lui, est en état à rembourser sa dette. Si vous pouviez ne pas donner des idées à ceux qui nous écoutent. Non, mais c'est historique. Et au gouvernement, ça m'arrangerait. La dette, c'est le seul moyen de la régler. L'endettement d'un État, c'est le seul moyen de le régler, c'est l'inflation. Donc, et ensuite, il fait quelque chose qui apparaît comme une extravagance à l'époque. Je vous rappelle qu'on sort d'une guerre qui a duré 13 ans, qui est la plus longue, une des guerres les plus longues, qui est la Première Guerre mondiale en réalité, alors qui est évidemment circonscrite à l'Europe, mais où tous les pays européens sont retrouvés qui a saigné l'Angleterre, saigné la France. Alors je ne parle même pas de l'Espagne. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le coup d'État de cette princesse de sang. Parce que comme il ne reste que 2 minutes... Cette politique révulse la vieille cour, donc les anciens qui avaient le pouvoir à l'époque de Louis XIV, et la première d'entre elles, c'est la duchesse du Maine. Voilà, et elle va tenter donc elle va tenter un coup d'État avec l'aide de l'Espagne. Et elle ne va pas réussir. Et qu'est-ce qu'elle deviendra alors, cette elle retournera, elle fera, vous savez... Non, mais il ne faut pas le dire. Elle retournera à son bureau d'esprit, comme on disait à l'époque. Elle était très intelligente. Elle était très cultivée. C'est une précieuse perdue au siècle. Oui, c'est la dernière des précieuses. Oui, c'est la dernière des précieuses. Ouais. C'est une précieuse au siècle. Alors, elle était complètement folle en réalité, mais parce qu'en fait, elle vivait la nuit et elle dormait le jour. Tu peux vivre la nuit. Il y a plein de gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Ils ne sont pas fous. Elle était très colérique. Et son mari en avait peur. Une peur. Alors, pardon, on ne peut plus utiliser le terme. Donc, Saint-Simon disait, elle le traite comme un... Bon, mais je ne donnerai pas le terme. Maintenant, on n'a plus le droit. Et donc, comme un esclave. Et donc, le traite comme un esclave, c'est pas. Il y a pire, hein. Oui, mais en magasin. Elle lui fermait sa porte. Alors, on a des lettres en latin de lui. Il lui demande de lui ouvrir sa porte pour qu'elle puisse accomplir le devoir conjugal. Et elle lui dit qu'il n'est rien, que c'est qu'un bâtard. Et donc. Mais elle, c'était pas. Elle était jolie, cette femme, parce que vous la décrivez pas. Il était religieux, donc il pouvait accomplir sa sexualité passer par la conjugalité. Donc, comme Philippe V, mais qui couchait 6 fois avec sa femme par jour, ce qui finissait par... 6 fois avec sa femme. Et donc, il se raconte dans le livre, il avait son confesseur au pied du lit. Sans Cialis et sans Viagra à l'époque. C'est la folie, ça permet tout. 6 fois, pardon. Et donc, il avait mis son confesseur au pied du lit, et le confesseur devait lui dire à partir de combien de fois ça devenait pécamineux, c'est-à-dire à partir ça devenait un péché.
Donc le pauvre jésuite comptait les assauts et la reine se réfugiait à l'église, c'était le seul endroit où le roi ne pouvait pas lui sauter dessus. Donc, ça c'est Philippe V. Philippe V. Et Farnèse, sa seconde épouse. J'ai adoré ce livre. Ah, c'est gentil. Je l'ai lu d'une traite. Nous sommes pas vus, voilà, mais j'ai vraiment adoré ce livre. C'est vraiment, à la fois, il y a du Dumas dedans, c'est le jeu du pouvoir, et puis en plus on retrouve Paris, parce qu'on retrouve des monuments de Paris que l'on connaît. Et du sexe, apparemment. Voilà, du sexe. Non, j'ai pas adoré ce livre. Bon, de la folie et du sexe. Écoutez, il faut dire, pour terminer, parce qu'on va être en retard, c'est que alors Dubois suivait très quand même la police de Dubois, parce qu'il y avait des espions partout, et notamment les services secrets anglais, qui déjà informaient le régent de ce qui se passait chez lui, ce qui est assez bandilon. Et donc, en fait, il y a un secrétaire de l'abbé de Portocarrero, qui était le secrétaire d'ambassade du prince de Selama, qui était un étalon absolument incroyable, et donc qui avait adoré les bordels parisiens, qu'il trouvait évidemment beaucoup plus drôles que ceux de Madrid. Et donc, il l'avait élu domicile chez la Fillon, qui était une des mères maquerelles la présidente Fillon. Fillon. Et donc, une homonymie fâcheuse, quand même. Oui, c'est clair. Et donc, ce malheureux a raconté sur l'oreiller qu'il allait emporter à Madrid tous les documents secrets. Donc, inutile de vous dire. Mais qu'est-ce que vous faites au Conseil d'État? Pourquoi vous n'êtes pas à la télévision raconter mais vous voulez pas démissionner? Vous voulez pas ça n'a aucun intérêt. Mais oui, qu'est-ce que vous faites au Conseil d'État? Moi, Monsieur Nedjar va vous donner une émission d'histoire. Camille Pascal raconte. Oui, mais bon, non. Et pourquoi non? Qu'est-ce que vous faites à vous ennuyer au Conseil d'État? Bien sûr que si, vous vous ennuyez. Je contrôle les écrits. Là, c'est la catastrophe, me dit Marine Lançon. Il est 10h31, on est très en retard. Vous pouvez faire votre journal plus court, Audrey? C'était Camille Pascal. Vous enlevez un titre, ça vous apprendra. Je suis désolé, je suis confus. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est convoqué le 24 octobre devant la Cour de justice de la République en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid. À l'issue de son audition, il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Après ce ExxonMobil, la CGT reconduit également la grève chez Total Energy. Ils l'ont annoncé il y a quelques minutes. Les grévistes continuent donc le mouvement de grève pour les salaires en dépit de la pression croissante du gouvernement. Et puis la disparition d'Estelle Mouzin. De nouvelles recherches ont commencé hier dans les Ardennes et continuent aujourd'hui. Michel Fourniret avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de l'enfant. Estelle Mouzin avait disparu à l'âge de 9 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. À la réalisation, Arnaud Portelas et Nils Stop au son, Rémi à la vision. Merci Marine Lançon, merci Justine Cerquera. Vraiment merci beaucoup. L'air était en feu ou la conjuration de Sellamar en 1718. Merci Camille Pascal, merci à tous. C'était un plaisir de vous écouter. Jean-Marc Morandini dans une seconde.